Webinar is open. Hi everyone, welcome Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire. Aujourd'hui, les gens sont en train de se rejoindre à nous. Alors, nous allons commencer sous peu. Okay, I think we're ready to get started. So hello everyone, welcome to our webinar today on the Canadian Guideline on Victim Advocacy. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur l'aide aux victimes et services de soutien au niveau des lignes directrices nationales pour les centres d'appui aux enfants et centres d'appui aux enfants à la jeunesse du Canada. Alors, je m'appelle... je voudrais présenter tout le monde aujourd'hui. On va... Bon. Je voudrais présenter à Rebecca tout d'abord. Elle est surveillante de programme du Child Witness Center. Nous avons Kristen Aronson, la directrice régionale de la réponse coordonnée de Safe Kids Youth BC. Et Samantha Ward, la directrice du programme du Centre d'appui aux enfants. Et je m'appelle Christina Schaefer. Tout d'abord, je voudrais reconnaître que je me trouve sur les territoires traditionnels et non cédés des Mi'kmaq. Et nous reconnaissons également que des participants de différentes régions se joignent à nous aujourd'hui. Et nos présentateurs reconnaîtront leur propre lieu de résidence pendant leur présentation. Tout d'abord, quelques points d'administration. Si vous regardez ce webinaire en groupe, veuillez saisir le nombre de participants du groupe dans le chat. C'est utile de savoir cela. Et on ne peut pas voir cela avec les nombres de participants, alors ça va nous aider. Le webinaire d'aujourd'hui va être présenté en anglais, mais nous avons de l'interprétation vers le français. Pour entendre l'interprétation, cliquez sur le globe, sur l'interprétation et choisissez le français. Nous allons partager les diapos d'aujourd'hui dans la boîte de clavardage. Si jamais vous avez des questions pour les présentateurs, les conférencières, aujourd'hui, vous pouvez soumettre vos questions dans l'onglet qui dit questions et réponses. Et si jamais vous avez des enjeux techniques, je vous prie de mettre vos préoccupations dans la boîte de clavardage. Alors, ça, c'est tout au niveau de points administratifs. Nous allons commencer avec le webinaire. OK. Juste un peu du structure d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec un peu de contexte sur les lignes directrices nationales et après la mise en œuvre du rôle des différents intervenants et comment cela est déroulé à travers le pays. À travers le pays. Nous allons avoir les questions et réponses à la fin, mais vous pouvez soumettre vos questions en chaque moment et on va avoir une opportunité pour répondre aux questions.
Alors, les lignes directrices disent que les services de défense des droits des victimes et les services de soutien sont offerts à toutes les familles, à tous les jeunes, ainsi qu'à leurs familles au CAE et le CAEJ. La défense des droits et le soutien sont proposés afin de réduire le traumatisme de l'enfant, du jeune et des membres de sa famille et d'améliorer le résultat. Alors, quels sont les composants clés? Un défenseur des droits des familles et la disposition de l'enfant et de la famille pour fournir un réseau de soutien cohérent et complet. Cela peut inclure le soutien, éducation, orientation dans le système, renseignement et mise à jour, accès à services de soutien, aiguillage et la continuité et le suivi. Et nous savons que nous avons plusieurs partenaires qui peuvent donner les différents éléments de aide et d'appui aux enfants, mais aujourd'hui, on parle spécifiquement sur la fourniture d'un soutien à l'enfant et à la famille pour les aider à naviguer dans l'intervention. Ceci est souvent réalisé par le biais d'un rôle d'un défenseur de victimes qui peut être appelé différemment. La fonction de soutien peut être mise en œuvre différemment. Ce dont nous parlerons davantage aujourd'hui, ça peut être, on peut avoir les différents noms pour le titre de rôle défenseur des droits de victimes, intervenant en faveur des enfants et des jeunes, intervenant auprès des familles, répondant de services aux victimes, coordinateur ou spécialiste de l'orientation. Alors, tout d'abord, on va regarder la justification. Il peut sembler logique pour que les victimes et les familles puissent bénéficier d'un soutien, mais pourquoi c'est important? Il peut avoir besoin de différentes aides au niveau de s'orienter dans les réponses des différents systèmes, dans le processus de justice pénale. Et après, nous savons que tout le monde fait le mieux pour réaliser leur travail et garder le concept de les intérêts supérieurs de l'enfant. Mais le système est complexe et nous savons qu'au niveau de la perspective de la famille, naviguer tous ces services peuvent être compliqués. Alors, il y a de la valeur d'avoir une fonction qui se concentre uniquement sur le soutien à la navigation. Alors, la continuité du soutien est aussi important. Le soutien peut être une composante de ce que différents partenaires offrent à un moment donné. Par exemple, pour avoir la confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en ligne avec ce qui est un centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Il y a aussi la valeur d'avoir un rôle avec tout un peu de neutralité et quelque chose qui est un peu plus objectif. Cela peut être important parce que nous savons que les familles ont des différentes expériences, attentes et les partenaires avec lesquels elles travaillent ont leur propre mandat. Ils peuvent être ciblés sur l'enquête, les décisions de protection et tout cela peut influencer les différentes dynamiques, comment la famille peut interagir avec les partenaires et à quel point ils se sentent à l'aise. Alors, avoir cela en tant que rôle neutre, ça peut aider comment les familles vont engager avec le soutien. Quand on pense au niveau de où se trouve le rôle de l'intervenante, c'est vraiment une question d'être au centre avec la famille, non, pour fournir tous les services complets au centre. Mais ça, c'est une réponse un peu neutre
Et puis, c'est l'idée du rôle neutre de défenseur, mais s'aligne séparément et avec la famille, tout en faisant partie de la réponse multidisciplinaire. Alors voilà, nous pouvons voir ici la fonction, le rôle du défenseur des droits des victimes est un important force du modèle des centres d'appui aux enfants. C'est quelque chose, ce rôle est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour assurer la cohésion de la réponse globale de l'équipe. Et nous voyons cela dans les différents centres d'appui aux enfants, par exemple, Children Advocacy Center of Mississippi et West Virginia Child Advocacy Network. Et cela souligne le rôle de l'intervenant pour donner une réponse qui est uniforme et qui est vraiment fort pour aider la famille et les enfants. Maintenant, on va parler des différents résultats. Qu'espérons-nous que ce soutien permettra d'entendre? Bon, l'idée, c'est réduire le traumatisme pour l'enfant et améliorer les différents points de vue. Mais il peut avoir les différentes manières pour donner cela. Comme on a mentionné, c'est raisonnable de imaginer de donner les familles des différents types de soutien peut entraîner les différents résultats. Il peut avoir les différentes raisons pourquoi il y a les résultats positifs. Je sais qu'il y a plusieurs centres d'appui aux enfants qui travaillent là-dessus avec les théories de changement et ça, c'est intéressant au niveau de recherche. Alors, voici, vous pouvez voir toutes les lignes directrices. C'est un tableau que vous pouvez voir. C'est un peu complexe, mais ce qui est important ici, c'est de regarder comment nous pouvons aller de la provision d'un soutien continu à l'enfant et à la famille et jusqu'en haut, il y a les résultats, les objectifs, il y a les différents parcours pour y arriver de point A au point B, mais il faut réduire le stress envers la famille, améliorer l'engagement avec une équipe multidisciplinaire et améliorer les aiguillages et les références. Et nous savons que cela peut avoir un impact sur les résultats. Et tout cela dit, nous savons que le soutien est vraiment quelque chose qui est important. Alors, une étude de la Justice Canada a identifié le défenseur des droits de la victime et le service le plus important qui offre le CAE pour eux et pour leurs enfants. Alors, comme nous avons mentionné, comment cela est structuré peut être différent en fonction des différents facteurs. Par exemple, les services existants au sein de la communauté en évitant les chevauchements, les lacunes et les besoins de la communauté, les ressources disponibles, le volume de cas et la portée géographique. Et de manière similaire, il peut fournir un rôle différent, mais les services peuvent être fournis par un organisme de partenaires pour s'assurer que la famille soit coordonnée, mais le Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse n'est pas l'organisme qui fournit ce rôle. Peut-être une seule personne ou plusieurs personnes travaillent, ou ça peut être, comme j'ai dit, plusieurs personnes qui vont changer durant le cas de la famille. Ça peut être un rôle rémunéré ou ça peut être par les bénévoles pour soutenir et fournir le soutien. Alors, ça, c'est une des composants clés des différentes lignes directrices qui dit bien que plus
bien que plus d'une personne puisse exercer des fonctions de représentation à différents moments, la coordination qui favorise la continuité et la cohérence et la responsabilité du Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Il faut garder à l'esprit que nous sommes en train de mettre en œuvre les mêmes directrices pour donner vraiment, pour faire vraiment la défense des droits et soutien complet pour réduire les traumatismes et améliorer les résultats. Alors, voici quelques aspects uniques. Tout d'abord, je voudrais passer le micro virtuel à Rebecca de Child and Witness Services. Je m'appelle Rebecca, je suis la superviseure de centre qui se trouve en Ontario. Nous nous trouvons sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, qui est couvert par le traité Halimadé. Alors, mon rôle au Child and Witness Center, c'est de donner un service. Ça, c'est de fournir des services qui donnent du soutien aux enfants. Et le programme, et je vais parler du programme de soutien à l'enfant aujourd'hui. Alors, centre d'appui aux enfants et à la jeunesse où je travaille dans le soutien pour les initiatives du Centre d'appui aux enfants. C'était le Child and Witness Center qui a travaillé en collaboration avec nos agences partenaires pour développer le centre d'appui aux enfants et à la jeunesse. Nous avons ouvert nos portes en mai 2016. Notre CAEJ fonctionne selon un modèle de collaboration, ce qui signifie que la protection de l'enfance, la police et les défenseurs sont tous sous un même toit, ce qui nous permet de fournir un service direct aux clients. Alors, juste quelques points, c'est quelque chose volontaire. Alors, ça veut dire qu'avant de se rendre au centre d'appui aux enfants, la police et ou la protection de l'enfance établissent en contact avec la famille et demandent le constamment de celle-ci pour rencontrer le défenseur des enfants et de la jeunesse à son arrivée au centre. Il faut obtenir le consentement. Et puis, sans le consentement éclairé, nous ne pouvons pas fournir un soutien aux enfants. Et après, dans un large éventail, le soutien des défenseurs des enfants et des jeunes peut être offert à tout enfant ou jeune qui est interrogé par l'unité de protection à l'enfance dans notre région de Waterloo. Et auparavant, les défenseurs ont soutenu les victimes et les témoins d'accidents de la route, aux jeunes victimes d'agressions sexuelles qui sont enquêtées par un différent département, les témoins d'homicide et les témoins de violence. Mais un autre rôle, c'est de donner un soutien uniforme aux enfants. Les intervenants sont disponibles entre 9 heures et 20 heures. Et puis, il y a une souplesse, mais on ne donne pas de soutien la fin de semaine.
Et l'intervenant, normalement, travaille de notre site, mais elles peuvent aussi assister à des entrevues judiciaires en dehors de l'emplacement de centre d'appui aux enfants. Mais comme j'ai déjà dit, nos défenseurs, ils sont le point de contact. Ils expliquent tout le processus de l'entrevue. Ils présentent l'enfant à l'équipe multidisciplinaire. Et puis, il remplit le formulaire de consentement et de divulgation de renseignements de l'intervenant en faveur des enfants et des jeunes. Ils sont là pour soutenir l'enfant ou le jeune et sa famille pendant les entrevues en répondant aux questions et en soutenant leur bien-être émotionnel. Et si la famille consent à un suivi, l'intervenant en faveur des enfants prendra contact avec le jeune et les personnes qui s'en occupent dans les 72 heures suivant l'entrevue. Alors, il arrive qu'un intervenant, aussi un intervenant n'est pas disponible. Dans ce cas, la police, si un intervenant n'est pas disponible, la police, la protection de l'enfance peut orienter vers un soutien aux défenseurs avec un délai de 72 heures. Ils peuvent faire un aiguillage au sein de notre communauté. Ils maintiennent une communication régulière avec la famille selon une horaire fixe. Alors, initialement, ça peut être chaque semaine ou peut-être chaque deuxième semaine. Et parfois, il reste connecté à la famille jusqu'au début du processus au tribunal. Il donne des informations et du soutien. Il servit de défenseur les entre les familles et les organismes. Il maintient le contact avec l'équipe multidisciplinaire pour les mises à jour pertinentes, mais je voudrais dire que les défenseurs ou les intervenants ne fournissent pas de soutien de traitement clinique continu. Le défenseur des enfants et des jeunes n'assiste pas à l'entretien avec l'enfant ou le jeune. OK, maintenant je vais parler de C-STAR à Halifax. Dans notre centre d'appui aux enfants et la jeunesse, le rôle de soutien est assuré par un défenseur des enfants et des jeunes basé au centre. Quand nous avons développé le rôle, nous avons examiné les compétences et les perspectives qui nous semblaient importantes et nous avons eu l'expérience avec la navigation de clients. On a regardé les différents rôles et compétences qui correspondent à ce profil. Nous valorisons ce rôle en ayant une bonne compréhension des autres systèmes et de leur fonctionnement, le contexte des décisions. Et ça peut être tellement important pour aider la famille à naviguer ces décisions. Alors, on était chanceux parce qu'on a travaillé avec deux travailleurs sociaux très expérimentés. C'était bénéfique pour plusieurs raisons, mais je voudrais souligner, c'était bénéfique dans les premières années parce que nous avons introduit cela en tant que nouveau rôle. Alors, on a eu un aperçu du rôle et de la part du Centre d'appui aux enfants américains et des premiers centres canadiens, mais ce qu'on a eu sur le papier ne correspondait exactement comment ça fonctionnait dans notre région. Alors, il était vraiment bénéfique à ce stade d'avoir des personnes qui comprenaient les systèmes et que pouvaient voir où il y avait les lacunes et comment
Ce rôle ajouterait de la valeur plutôt que de faire un double emploi. Alors maintenant, on va regarder notre rôle. Voici les différentes phases ou étapes. Notre intervenant s'implique au moment de la visite de la famille à C-Star. Surtout, c'est une question de soutenir l'enfant pour assurer que la visite est positive pour l'enfant, mais au niveau de données de la navigation, et c'est normalement, c'est fait avec les dons à l'enfant, l'intervenant à l'enfant. Mais ils peuvent participer dans un suivi et ce suivi continu peut arriver, peu importe le résultat. Si les services de protection à l'enfant ferment leur dossier, peu importe, on peut continuer avec le cas. Si l'affaire donne lieu à des poursuites judiciaires, les services aux victimes fournissent une préparation au tribunal, un soutien au tribunal et des informations sur le système de justice pénale. L'intervenant peut rester en contact avec la famille en même temps que les services d'aide aux victimes, mais il ne reproduit pas ces aspects de rôle des services d'aide aux victimes pour ne pas doubler le rôle. Alors, cette première rencontre avec les dons est souvent axée sur le processus. Alors, tout d'abord, il y a une discussion qui est centrée sur les discussions. Ce n'est pas une question de parler des différents détails de cas. Leur focus est au niveau de la navigation du système. Mais on ne fait pas un dépistage de traumatisme, une évaluation à ce stade. Ça peut être différemment dans chaque centre d'appui aux enfants. Il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour faire une évaluation tout à fait complète au niveau de la possibilité d'aider la famille durant cette visite. C'est la même chose au niveau de donner de l'aide à l'enfance après l'entretien. Nous sommes vraiment concentrés sur les besoins immédiats, les activités agréables, jouer un peu, mais maintenir un environnement positif et favorable. Et après, elles peuvent faire les références ou les aiguillages après. Mais le focus, c'est vraiment avoir l'expérience durant l'entrevue judiciaire pour que l'expérience soit positive. Mais si l'entretien n'a pas lieu à C-Star, il peut quand même être référé pour un suivi de soutien par téléphone, mais l'intervenant ne se déplace pas pour des entretiens extérieurs. Bon, nous avons quelques ateliers qui ont été établis pour répondre aux questions les plus courantes des intervenants. Et puis, ces ateliers ont été développés pour répondre aux certains besoins. Comment je peux mieux soutenir l'enfant dans le prochain temps s'il y a, par exemple, une longue liste pour les services de santé mentale? Et puis, cette série aide les différents aidants à comprendre leurs propres réactions et émotions, leur donne les moyens de soutenir leur enfant. Et cela comble une lacune en cas d'attente de traitement pour renforcer le travail de nos intervenants, surtout si l'enfant attend pour recevoir les traitements de services de santé mentale.
Et comme j'ai mentionné, nous fournissons un suivi continu. Nous n'avons pas une horaire spécifique quand nos intervenants doivent répondre aux besoins. Ça dépend de la famille. Il y a quelques familles qui veulent juste poser avoir du contact quand les familles doivent poser une question, par exemple, mais c'est à eux. Mais ils peuvent rester avec les différents services si c'est nécessaire, mais aussi ils peuvent fermer le dossier si c'est nécessaire. Et puis, la famille peut toujours téléphoner pour rouvrir le dossier, n'importe quand. Pour les autres familles, ils veulent rester connectés durant les mois. Parfois, durant les années, surtout pour les cas qui passent par le processus de justice pénale, nous avons les familles qui restent engagées avec nos intervenants durant tout le processus et aussi pour assister à nos réunions d'examen du cas. Et ça donne aux intervenants un peu de connaissance des partenaires au niveau de ce qui se passe dans le cas pour mieux aider la famille. OK, voici mes coordonnées. Si vous avez des questions spécifiques à C-STAR, contactez-moi et j'ai inclus aussi notre site web qui a de l'information supplémentaire sur le rôle d'intervenant et sur les ateliers. Maintenant, je vais passer le micro à Krista de Sky. Merci, Christina. Oui, je suis donc Krista Aronson et je suis gestionnaire de la réponse coordonnée de Safe Kids and Youth. On aime s'appeler Sky et on est ici en Colombie-Britannique et je vais vous l'expliquer. On existe de façon un peu différente de ce que sont les CAEJ physiques. On soutient à peu près 60 dossiers par an. Et dans la prochaine diapo, vous verrez une carte qui montre la région qui est desservie par Sky. On est sur le territoire traditionnel non cédé des Sénèques, des Simi et des Tanaha. Et comme vous pouvez le voir, on a une grande région géographique d'à peu près 30 000 kilomètres carrés. Nous avons aussi une population limitée, à peu près 80 000 habitants qui sont éparpillés un peu partout. Sky opère dans à peu près 6 communautés dans la région et comme vous verrez dans la carte, on est à Soundlaw, Castle Guard, Trail des Casques, Nelson et Calborough. Et je suis encore sur la carte. J'aime parler de notre région. Et comme vous pouvez le voir, on a des conditions difficiles en hiver, des montagnes, on a très peu de transports en commun. Donc, voyager par notre région est un peu difficile. Et comme résultat de ces défis, quand on a fait notre étude de faisabilité en 2012, cela a déterminé qu'on pourrait desservir le mieux les besoins de nos enfants et jeunes à travers un modèle de rôle. Et donc, on le ferait comme un centre physique, mais sans bâtiment. Donc, on a des services de protection à l'enfance et de la police. Et au même lieu, on a établi des salles, par exemple, d'entrevue qui sont très conviviales avec l'équipement vidéo. Et les salles de vidéo sont données comme don
généralement par l'un de nos partenaires communautaires et on a fourni l'équipement d'enregistrement vidéo et les autres accoutrements pour la salle vidéo. Maintenant, dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que quand Sky a commencé et pendant à peu près 10 ans, notre agence a fait la sous-traitance avec des travailleurs de services aux victimes dans chaque communauté et on appelle ces personnes les coordonnateurs Sky. Et beaucoup de nos travailleurs de services aux victimes sont à temps partiel. Cela a fonctionné tout simplement pour leur augmenter leur heure de travail. Et avec ces heures supplémentaires qu'on a financées, on leur a donné du temps spécifiquement pour coordonner ces composantes et ils ont donné du soutien aux clients à travers leur rôle de service. Ceci a été très efficace pour nous et à cause de leur relation avec les membres de l'équipe multidisciplinaire, leur connaissance et la culture de la communauté au sein de laquelle ils travaillaient, cela a permis davantage d'adoption et un meilleur développement avec nos partenaires. Mais le modèle a aussi posé des défis pour eux. Par exemple, quand on subissait un poste vacant, hein, on dépendait de l'agence d'embaucher quelqu'un de nouveau. Donc, dans les petites communautés, trouver quelqu'un d'adéquat avec de l'éducation et de l'expérience peut mener à de longs délais dans l'embauche. Et chaque fois qu'on a un poste vacant dans cette agence, cela mène à une brèche dans nos services. Donc, récemment, pendant la pandémie, on a subi un poste vacant dans l'une de nos communautés qui a duré pendant plus d'1 an. Bien évidemment, un autre défi qu'on a remarqué, c'est les difficultés pour la coordination. Par exemple, s'il y avait un client en crise ou s'il y avait une cour programmée, peut-être les services aux victimes ne seraient pas disponibles pour une réunion qu'ils avaient organisée. Et on a remarqué que ces défis ont augmenté pendant la pandémie. Donc, en automne de 2021, on a recueilli les parties prenantes de la région, on s'est tous réunis pour un processus de planification stratégique à 2 parts et finalement, on a restructuré notre modèle de coordination. Donc maintenant, on a 2 postes de coordonnateurs à temps partiel qui sont séparés des services aux victimes et chaque poste en ce moment est en train de soutenir 3 communautés. Et on a employé ces coordonnateurs directement à travers l'agence de coordination Sky. Maintenant, ici, on voit une division des rôles que nos coordonnateurs gèrent, spécifiquement s'il existe un dossier qui arrive. Du côté jaune, vous verrez ce que font nos coordonnateurs Sky et du côté bleu, vous verrez ce que font les coordonnateurs de l'équipe multidisciplinaire. La plupart sont de la police, de l'Agence de protection de l'enfance et chaque fois que l'agence reçoit la divulgation et contacte le coordonnateur pour programmer une entrevue. Donc, les coordonnateurs sont impliqués dès le début. Ils aident avec coordonner l'entrevue, avec faire une réservation pour l'espace, assurer que les services aux victimes soient disponibles pour aider les familles lors de l'entrevue. Et ils peuvent aussi contacter la famille, expliquer ce qu'est Sky et leur fournir les formulaires de consentement au préalable. Une fois que l'entrevue a lieu, nos membres de l'équipe multidisciplinaire se concentrent surtout à fournir du soutien à nos familles, comme dans le rôle typique, et les coordonnateurs passent à soutenir l'équipe multidisciplinaire. Par exemple, organiser des réunions pour que l'équipe puisse discuter le dossier ou aider à maintenir la communication solide entre les membres de l'équipe de la multidisciplinaire à travers ce qui se passe avec le dossier. On a besoin d'une division claire entre les coordonnateurs et les services d'aide aux victimes. Et comme on ne voulait pas répéter le rôle de service aux victimes, le rôle primaire du coordonnateur est rester en connexion pendant toute la durée du dossier.
Et comme on l'a déjà discuté, voici le type de tâches desquelles sont responsables nos coordonnateurs. Ils coordonnent les entrevues, ils fournissent l'orientation initiale, l'explication aux familles dans les étapes précoces, ils organisent toutes les réunions d'équipe multidisciplinaires et s'assurent que l'équipe participe à l'examen des cas, ils gèrent la collecte des données, ils fournissent aussi de la formation à la communauté par rapport à Sky dans chacune de leurs communautés et entretiennent les salles d'entrevue aux enfants dans chacune des communautés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'on a dit auparavant. Les coordonnateurs sont la colle dans ce système, surtout quand les membres de l'équipe ne sont pas dans le même site. On se fonde fortement sur les relations profondes et une bonne communication pour nous assurer d'atteindre nos objectifs. Et vraiment, c'est les coordonnateurs qui aident à maintenir les équipes en connexion de façon efficace. Donc, voici notre site web de Sky. Là-dedans, on a une courte vidéo. On est très fiers de cela. Nous vous encourageons à le vérifier. Vous allez le trouver dans le site web. Et voici mes coordonnées aussi. Si vous désirez me contacter pour parler davantage sur Sky, je suis toujours contente de parler davantage de Sky. Donc, sentez-vous libre de me contacter directement. Merci, Krista. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Samantha Ward et je suis directrice de programme du Centre d'appui aux enfants et à la jeunesse de Simcoe, Muskoka. Le CAE-JSM reconnaît qu'on est situé sur le territoire traditionnel des Anishinaabe et nous devons reconnaître la présence continue des Premières Nations Inuit et Métis, surtout les trois conseils, les Chippewa, les de Rama et de l'île Georgina. Et nous reconnaissons aussi les Wattamohawks dans la baie georgienne et qui se trouvent sur cette région aussi. Il faut remarquer que les Wendat et les Haudenosaunee ont aussi marché sur ce territoire le long du temps. Alors, pour commencer, nous, ici, à Simcoe, Muskoka, on a ouvert nos portes à Orillia, Ontario, en 2014, suivi par l'ouverture de notre deuxième site dans la ville de Barrie pour mieux soutenir les familles qui vivent dans le sud du comté Simcoe. Nous avons un modèle mixte. On a des sites physiques et aussi un modèle rural, comme vous venez d'entendre de la part de Krista. On le considère notre approche mobile communautaire pour la livraison de programmes de défense de droits. On a donc 2 sites physiques à Orillia et Barrie et 8 sites communautaires mobiles à travers la région de Simcoe, Muskoka. Je vous en parlerai bientôt. En fait, on divise nos équipes multidisciplinaires en 2 catégories. Nous avons des partenaires d'enquête qui sont les services de police et les services de protection à l'enfance qui commencent l'accès aux services avec nous. Et après cela, nous avons l'équipe multidisciplinaire de renvoi après l'enquête qui coordonne les soins et les services pour les enfants après l'entrevue judiciaire. C'est l'un des aspects spéciaux de notre programme, de nos modèles. Nous faisons un partenariat en fait avec 6 services de police différents, la police provinciale de l'Ontario, les services de police de Barrie, les services de police Anishinaabe, les services de police Rama et la police militaire baseboard des forces canadiennes et la police de Simcoe. Et ces services de police ont 17 détachements de police éparpillés à travers 9000 km² et nous faisons un partenariat avec nos régions aussi à travers 2 organismes de protection, les connexions de famille Simcoe-Muskoka et Dwanda Wenbag Binoujiag, et ceci pose d'autres défis et un développement de relations constants. Et on comprend encore une fois l'importance des relations au sein des équipes multidisciplinaires. Ces équipes sont composées de services aux victimes,
nos services aux jeunes et aux familles NUPAD qui donnent des soutiens côté santé mentale. On a le centre régional pour les situations de violence et négligence aux enfants soupçonnés, et cela aussi à travers nos partenaires de l'Orillia Soldiers Memorial Hospital. Donc, le rôle de l'intervenant en général et en pratique est quelque chose de central dans le modèle du CAEJ. Pour nous, les choses se divisent comme suit: le soutien des intervenants, l'approche communautaire et mobile au programme de défense de droits, les chiens de soutien et le groupe des jeunes. Et nos intervenants sont avec les enfants, les jeunes et la famille dès le début, du moment où la police programme une entrevue judiciaire jusqu'à ce qu'ils sentent que nos soutiens ne sont plus nécessaires pour eux. Maintenant, le programme de défense de droit est en bénévolat et est gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 24 ans et leurs familles non délinquantes. On donne soutien à des enfants qui sont des témoins de crimes, y compris la violence physique, la violence sexuelle, la négligence, la violence familiale, l'exploitation sexuelle en ligne et la traite des personnes. Et on doit répondre aux besoins de répondre à des enquêtes qui peuvent surgir ou des tendances différentes au sein de notre équipe multidisciplinaire. Maintenant, les points saillants incluent la coordination de l'entrevue judiciaire, l'accueil, le soutien lors de cela et le soutien de suivi. C'est similaire à ce que vous avez entendu aujourd'hui. Ce qu'il faut remarquer, c'est que nos intervenants ne donnent pas de gestion continue clinique et nous ne participons pas au processus d'entrevue judiciaire enregistré. Maintenant, l'accueil général avec notre équipe multidisciplinaire permet à nos intervenants d'être bien éclairés et aider à soutenir les enfants, les jeunes et leurs familles et leurs besoins spéciaux quand ils arrivent au centre. Les intervenants vont recevoir un appel des services de police ou des services de protection à l'enfance pour programmer une entrevue judiciaire quand on leur a donné une divulgation ou un rapport. Et c'est facilité de façon conjointe entre la police et la protection des enfants. On a des enquêtes seulement de la police, seulement de la protection à l'enfance. On demande s'ils s'identifient comme autochtones pour qu'on puisse assurer d'être en collaboration avec tous les soutiens basés sur la culture, les détenteurs de connaissances, les aînés, dès le début de nos interactions avec la personne jeune. Alors, le soutien pour les entrevues judiciaires est vraiment la première étape où le coordonnateur intervient, on s'assure que l'espace soit accueillant, l'intervenant s'assure qu'il soit convivial pour l'enfant, qu'on ait des aménagements spéciaux nécessaires pour soutenir au mieux l'enfant ou le jeune. Les intervenants vont accueillir l'enfant, le jeune, la famille, ils vont leur fournir des collations, des rafraîchissements. Le bureau à Muskoka est vraiment axé sur les aliments. Il y a toujours des collations et des rafraîchissements. Et l'intervenant va aussi faciliter la phase de présentation de l'enfant ou du jeune à l'équipe multidisciplinaire et va passer un peu à expliquer les prochains pas, à quoi s'attendre et quel sera l'aspect du processus d'entrevue judiciaire. Maintenant, tandis que l'enfant est dans l'entrevue judiciaire, l'intervenant va le soutenir, va l'aider à naviguer le système, va lui expliquer les prochains pas. Et si un soignant est interviewé, les intervenants vont s'impliquer à des activités qui sont fun pour les enfants.
non seulement pour créer un rapport avec l'enfant, mais assurer que son temps avant et après l'entrevue judiciaire ne soit pas seulement, ne tienne pas seulement compte de traumatismes. On a eu des enfants qui sont partis du centre et ont demandé de retourner le lendemain pour voir nos intervenants. Et je pense que cela parle beaucoup du fait que le modèle de CAEJ est très bon pour le processus d'enquête. Maintenant, le soutien pour le suivi pour notre programme de défense de droit commence généralement avec le suivi dans les 62 heures suivant l'entrevue judiciaire, mais comme C-STAR, c'est fondé sur les directives des familles. Pendant ce temps-là, nous sommes là pour parler des prochains pas de la famille, guidés par la famille, quels sont leurs besoins. Le consentement verbal pour les appels de suivi comprend une explication du programme, les prochains pas pour atteindre les objectifs des jeunes et de la famille, ce qui inclut l'orientation vers des services, le matériel éducatif, l'évaluation des besoins, les soutiens culturels. Et l'évaluation des besoins à cette étape va inclure de l'apprentissage par rapport aux besoins prioritaires et l'établissement d'un plan des prochaines étapes avec l'enfant, le jeune et sa famille. Alors, nos intervenants maintiennent un contact régulier avec l'enfant, le jeune et la famille pour fournir, disons, 3 ou 4 choses. D'abord, le cheminement dans le système. Comme vous avez vu du graphique que Christine a montré, ce système n'est pas facile à naviguer. Et donc, c'est un domaine clé dans notre soutien. On aiguille aussi vers des partenaires de l'équipe multidisciplinaire post-enquête, y compris des programmes communautaires uniques comme les services médicaux de santé mentale, d'aide aux victimes, services axés sur la culture et la famille, programmes de logement, d'alimentation, soutien juridique et aussi des programmes thérapeutiques basés sur les animaux, programmes LGBTQ2S, loisirs et soutien au deuil. Et nos intervenants fournissent de l'éducation et de la formation continue concernant la compréhension des abus, des traumatismes, les émotions, les soins personnels et après la prévention secondaire. Alors ici, voici l'un des membres de notre équipe et comme je l'ai déjà mentionné, notre région Simcoe-Muskoka n'est pas seulement diverse géographique, du point de vue géographique, mais c'est très éparpillé, à peu près 9000 km². Le temps de voyage, l'accès au transport, l'éparpillement de nos familles et de notre équipe a été identifié. Et donc, les partenariats communautaires se sont développés à travers la région pour nous fournir des espaces sécuritaires qui tiennent compte des traumatismes dans de différentes communautés, nous permettant de nous rencontrer avec les familles là où ils se trouvent et leur donner des services sans couture au sein de leur communauté. Et l'un de nos intervenants est accompagné par l'un de nos chiens de soutien ici. Ils viennent avec notre équipement d'enregistrement portable et se rencontrent avec les familles et les équipes multidisciplinaires plus proches de chez eux. Et avec les 2 bureaux principaux, vous voyez ici une carte de comment nous essayons d'éparpiller ces sites pour rencontrer nos familles. On a 8 sites mobiles à Simcoe-Muskoka et dans les dernières années, on a une augmentation en enquêtes qui sont venues à nos centres, ce qui nous a donné l'occasion vraiment de réévaluer comment nous étions en train de fournir nos services de défense de droit. Dès lors, on a fait des partenariats avec des partenaires communautaires, par exemple, le centre d'attaque sexuelle Simcoe-Muskoka qui nous a permis de faciliter des entrevues judiciaires plus proches au foyer pour nos familles, par exemple. Et l'un des aspects les plus cute de notre centre est notre équipe canine. Voici Beacon et Moose qui contribuent à créer un sentiment de sécurité et de calme pour les enfants, les jeunes et leurs familles et créer vraiment un sentiment de soutien émotionnel et de relaxation. Et ceci inclut les partenaires de l'enquête. Et les
intervenants sont ceux qui savent, sont agréés pour gérer les chiens et on, on- on les, on les utilise pour les enquêtes, le suivi, pour les examens médicaux. Et les chiens sont vraiment un outil essentiel dans nos trousses d'outils. L'un de nos autres aspects du programme au sein de notre programme d'intervenants est notre groupe de 6 semaines pour les jeunes financé par la Fondation canadienne des femmes et par Femmes et Égalité des genres Canada. C'est un groupe pour jeunes de 6 semaines pour des gens qui s'identifient comme femmes de l'âge de 12 à 18 qui ont subi ou témoigné ou sont à risque de subir la violence fondée sur le genre pour apprendre comment briser les cycles de violence et développer le soutien. Les sujets hebdomadaires sont là. Ils sont animés quand l'idée principale est que les jeunes gèrent la discussion. Et Et notre programme, en partie, est livré en personne et on a aussi l'option de participation virtuelle pour réduire quelques-unes des barrières pour l'accès aux services pour les jeunes au sein de notre communauté. Maintenant, la composante finale que je veux mentionner est une composante très spéciale de notre modèle et notre salle d'examen médical satellite située à Orillia en partenariat avec le Orillia Soldiers Memorial Hospital et le Satellite Medical, plutôt le Regional Center for Suspected Child Abuse and Neglect. Alors, cet examen est fait par l'équipe médicale d'infirmières, pédiatres formidables et parfois c'est hors site à Orillia et vous voyez que l'examen médical est accueillant, confortable, convivial et ils peuvent être examinés dans un site non médical. Il a tout l'équipement nécessaire pour faire un examen médical et c'est un espace pour que les familles soient soutenues par le visage connu d'un intervenant. Donc, ceci est ce que j'ai ici par rapport à Cinco Muskoka. Je vous remercie. Je serais contente de mettre mes coordonnées dans la boîte à clavardage. Voici notre information générale et comme on l'a déjà mentionné, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions à me poser à moi ou au personnel de Cinco Muskoka. Je vous remercie énormément. Formidable. Merci beaucoup. Alors, prochain pas, nous allons parler un peu de quelques-uns de nos défis et de nos leçons apprises quand on a parlé de la mise en œuvre dans nos centres de soutien. Espérons que ceci soit utile pour des CAEJ existants et pour des nouveaux qui pourraient se demander comment concevoir et mettre en œuvre les services de soutien en allant de l'avant. Donc, qu'avons-nous appris? Donc, quand on se préparait pour cette présentation, quand on parlait avec notre groupe, on réfléchissait à quelques-unes des leçons et des considérations qu'on voulait partager. Et on a réalisé, je pense rapidement, qu'il existe des choses qui ont à voir avec nos expériences spéciales, mais je pense qu'il y en a beaucoup qu'on a partagé à travers de différents CAEJ. Donc, voici quelques-uns des sujets qui ont surgi à travers la discussion, mais on va faire une petite discussion en groupe et on va entendre nos experts par rapport à leurs réflexions et leur apprentissage. Alors, Rebecca, commençons avec toi. Quels sont des défis, considérations, leçons apprises que tu voudrais partager? Oui, je pense que beaucoup de ces choses sont dans cette liste. Apprendre à travailler avec l'équipe multidisciplinaire, par exemple. Ceci a été un grand apprentissage pour tout le monde quand nous avons commencé en 2016. On faisait déjà des enquêtes au sein de notre communauté, mais que de devoir travailler avec un intervenant et que les intervenants doivent pousser cela, développer des relations fortes avec les partenaires
avoir de la coordination avec les différentes agences. On a eu des problèmes quand le personnel changeait, chaque fois que ça se passait. Il fallait recommencer à nouveau et reconstruire toutes ces connexions. Et puis, le financement est quelque chose de grand pour nous. On travaille à cela en ce moment. Beaucoup de CAEJ ont des problèmes avec cela. On a du financement du département de justice, du ministère plutôt de la justice. Et en ce point-ci, les centres d'enfants témoins, on a commencé au début avec une campagne. Au début, on a pu recueillir 2 millions de dollars et cela nous a soutenus. Mais maintenant, il nous faut du financement durable. Et le long de la pandémie, je suis sûre que beaucoup de gens ont subi les agences et les bourses qui étaient là. Elles ont changé de concentration. Ça change comment on soumet une demande pour le financement. Et donc, ça rend les choses un peu plus difficiles en allant de l'avant. Donc, voilà tout de mon côté. OK, Krista, maintenant, c'est à toi. Que veux-tu partager par rapport à des difficultés ou des considérations que d'autres centres devraient prendre en considération? Oui, je voudrais répéter ce que Rebecca a dit aussi, mais il faut souligner le premier point. On est encore en train d'apprendre. Donc, en 2012, quand on a commencé à développer notre modèle de coordination, ce fut très important pour nous et cela nous a permis de croître. Et après, on a dû regarder notre modèle à nouveau et voir quels changements on pouvait faire pour améliorer notre réaction et nous aider à continuer à croître. Raison pour laquelle, cette dernière année, on a passé à notre nouveau modèle. Donc, le conseil que je voudrais offrir, c'est d'évaluer constamment les choses et de chercher des façons de continuer à améliorer les choses. Alors, sur cela, nous avons développé les sondages pour envoyer à notre équipe multidisciplinaire pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour recueillir la rétroaction en développant le modèle. Ça a été quelque chose tellement important pour l'acceptation de nos partenaires, établir les bonnes relations est quelque chose de clé dans les centres d'appui aux enfants et surtout sans le bénéfice de colocation. Alors, vraiment, nous pouvons combler l'écart par nos processus de référence. Vraiment, ils peuvent combler les cartes en assurant que le processus est sans barrière. Ça, c'est grâce aux intervenants. Il faut avoir une coordination uniforme dans toutes les différentes communautés, d'avoir les vacances de nos postes ou les autres écarts nous ont empêchés d'accroître et on a eu un manque d'équilibre parce que ça dépendait sur chaque communauté. Maintenant, ayant un modèle de coordination uniforme nous permet d'améliorer la dissémination d'informations dans toutes nos communautés et cela améliorer notre réponse. On a appris qu'un rôle important pour les coordinateurs de Sky, c'est important de fournir un accueil aux équipes multidisciplinaires et tout l'effectif dans les agences de partenaires, que ce soit la police ou les services de protection pour qu'ils sachent de Sky et comment faire les aiguillages. Et finalement, des choses que nous avons appris, c'est de vraiment adopter notre diversité, que ce soit dans notre région, dans nos communautés et peut-être quelques-uns d'entre vous pensent la même chose sur vos propres régions, de vraiment donner du travail qui est non traumatisant et il fallait adapter à nos différences
ayant la créativité pour vraiment travailler avec le rôle de l'intervenant pour répondre aux besoins des enfants et des familles dans notre région. C'est formidable. Et Sam, à vous, qu'est-ce que vous désirez partager là-dessus? Je pense d'entendre de Rebecca et Krista. Je voudrais faire écho. Je ne vais pas juste répéter ce elles ont dit parce que nous sommes d'accord. Tout d'abord, ici à Simcoe, Muskoka, c'est vraiment écouter votre équipe multidisciplinaire et avoir une relation assez robuste et forte avec tous les partenaires dans l'équipe multidisciplinaire. Travaillons avec 6 différents services de police qui peuvent compiler 7 ou plusieurs détachements. Ce sont plusieurs personnes, programmes. C'est un défi de créer et établir des relations continues dans les services comme protection des enfants, services de police. On a vu un épuisement et on a vu cela chez nos partenaires aussi. Alors, l'établissement des relations est tellement important, mais il faut maintenir les relations parce que si vous avez une bonne équipe avec des bons membres et après il y a la rotation de personnel, alors la connaissance des différents membres de notre équipe multidisciplinaire et l'acceptation de cela. Comment ça a été avant COVID et après COVID, ça part du besoin d'évaluer et d'évaluer de façon continue, être créatif parce que ce qui se passait il y a 5 ans, peut-être c'est pas la même chose avec vos partenaires multidisciplinaires, ce qui se passe avec vos enfants et jeunes au sein de la communauté. Peut-être cela ne va pas faire face aux crimes qui se passent dans votre communauté. Parfois, il faut éloigner des définitions tellement dans une boîte dans ce modèle. Pour nous, notre programme de chiens de soutien a été quelque chose dont on a dû apprendre continuellement avec notre engagement avec les enfants et les familles. Il y a 2 points là-dessus. Bon, il y a tout d'abord la rotation de personnel et nos programmes de chaîne de soutien parce que nos intervenants sont formés pour travailler avec les chiens de soutien. Et quand il y a de la rotation, ça crée des brèches dans notre système. Et encore une fois, si je peux parler ou fournir des conseils, il faut être créatif et innovateur. euh, ou quand on ouvre les centres d'aide aux enfants, euh, parfois ou souvent, ce que nous faisons, on regarde tout d'abord le modèle aux États-Unis et on essaie d'appliquer cela dans les communautés rurales. Il ne faut pas nécessairement changer votre propre programme pour que ça corresponde au modèle. Il faut faire les changements ou les adaptations tout d'abord, il faut baser les autres changements sur votre propre modèle au sein de votre communauté. Bon, les autres points ont été déjà dits. Ça, c'est vraiment euh, similaire au niveau de maintenir les relations fortes avec nos partenaires. La rotation est une réalité constante. C'est pas souvent de juste informer vos partenaires de ce que vous faites,
juste pour avoir un bon système au niveau des références à votre programme, des intervenants ou juste avoir une connaissance de votre centre d'appui aux enfants parce qu'au fil du temps, le niveau de connaissance va changer, transformer, dégrader au fil du temps. Ce n'est pas une réflexion de la qualité des services ou la qualité de centre d'appui aux enfants. Et il y a le besoin de être devant les partenaires, fournir la communication et faire un effort pour maintenir les relations. Ce n'est pas juste quelque chose d'une seule fois, surtout pour nous qui n'opèrent pas dans un modèle typique. Par exemple, qu'on n'est pas toujours en personne, quand nous avons des partenaires qui travaillent, qui font des références, c'est vraiment important de montrer la valeur de votre propre programme et votre service et votre différents types de services, de programmes de défense des intérêts. Il faut aussi être ouvert aux changements adaptés, prendre ce qui sont vos attentes tout au début en regardant ce qui marche dans votre région et être capable de changer. Il y a de la valeur de maintenir une structure initiale et pour cela, ces lignes directrices peuvent fournir une structure, mais dans cela, vous pouvez s'adapter parce qu'il ne faut pas juste mettre en œuvre un rôle qui va changer constamment. Il faut avoir une structure consistance parce qu'il y a toujours de l'espace pour faire les différences. Par exemple, nos ateliers n'étaient pas partie de la vision de nos services de soutien, mais les ateliers maintenant, on a entraîné quelque chose qui est tellement important quand la COVID nous a frappé. Ça, c'était quelque chose de tellement important de la transition des ateliers à un modèle virtuel. Il y a beaucoup d'acceptation de cela et cela n'aurait pas eu possible il y a 4 ou 5 ans parce qu'on a eu la disponibilité de faire le meilleur avec toutes les opportunités étant donné les circonstances. Alors maintenant, on va terminer. Je voudrais juste fournir quelques ressources si vous cherchez quelques livres là-dessus. Voici quelques ressources de bonne qualité, Field Guide to Family Advocacy. J'ai déjà mentionné cela. C'était développé par les centres d'appui aux enfants de Mississippi et West Virginia Advocacy Network. Il y a aussi un manuel pour donner de ressources, surtout pour les nouveaux intervenants. Il y a aussi un guide qui s'appelle The Advocate's Guide Working with Parents of Children who have been sexually assaulted. C'est un bon guide. Il y a beaucoup des informations pratiques. On pense comment ils vont engager avec la famille et quels sont les soutiens. Alors maintenant, je vais peut afficher les liens dans la boîte de clavardage et vous pouvez consulter ces informations si vous cherchez davantage d'informations. Maintenant, on va ouvrir la session aux questions et réponses. Antigua, tu vas regarder les différentes questions. Oui. Tout d'abord, je voudrais remercier nos conférenciers aujourd'hui pour votre participation. Première question, c'est une question ouverte. Est-ce que l'assistance aux entrevues juridiques de heure du Centre d'appui aux enfants quelque chose de commun? Je peux
parler de cela parce que j'ai déjà vu cette question. Alors, pour nous, avant la pandémie, c'était assez commun d'assister les entrevues dehors de notre espace physique parce que nous opérons dans 3 différentes communautés et aussi dans une zone rurale. Souvent, nous avons la police et si il y a des problèmes, c'est-à-dire avec la police pour que les familles voyagent à notre centre, on va voyager aux autres centres dans les détachements de la police ou les autres services de famille. Et pour les enfants, il y a à Waterloo, il y a 3 différents détachements et services de protection de l'enfance en 2 bureaux où nous pouvons voyager. Maintenant, avec le ralentissement de la pandémie, on a demandé nos intervenants de voyager un peu plus. Oui, je pourrais ajouter jusqu'à cela. Je ne peux pas vous donner une statistique, mais ça dépend du cas. Même si nous opérons au sein de 16 communautés dans notre région, nous sommes rurales et quelques familles doivent voyager peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à une salle de entrevue mobile à un centre d'entrevue. Alors, nous avons un service mobile. Alors, on a déjà fait les entrevues dans la famille, des jeunes familles, dans les bureaux de conseillers, aux écoles, où nous pouvons faire une bonne entrevue, une bonne entrevue. Et nous avons l'équipement mobile pour aller pour mieux répondre aux besoins des personnes qui ne peuvent pas voyager. Moi aussi, je peux parler là-dessus. Je ne pense pas qu'ici à Simcoe, Muskoka, les enquêtes qui se déroulent dehors d'un centre d'appui aux enfants dans le sens qu'un intervenant va aller à un bureau de protection à l'enfant ou à la police, c'est-à-dire c'est assez commun. Peut-être on n'a pas, euh, il y a quelques facteurs inconnus dans les centres que nous connaissons pas, mais je peux dire que notre équipe mobile que nous pouvons amener avec nous et le fait d'établir les différents espaces a fait beaucoup d'impact sur les familles parce qu'auparavant, les familles quand ils ont dû voyager peut-être 2 heures et demie, 3 heures à notre espace physique à Aurelia ou à Barrie. On a vraiment fait une différence pour mieux euh, attendre et étendre ces familles en réduisant, maintenant on peut réduire les différents obstacles. Et même au-delà de l'entrevue judiciaire, cela nous donne le soutien de famille pour les familles qui se trouvent dehors de nos communautés urbaines. Alors, ce point de contact dans l'interview juridique, cela produit un effet continu au-delà de l'entrevue juridique. Et pour nous, je pense qu'on a vu des facteurs similaires. Cela tend à fluctuer le long du temps et bien évidemment, la COVID a changé la dynamique, mais je dirais que de 30 à 35 des dossiers en général ne viennent pas à notre CAEJ en une année typique et nous savons qu'il existe des réalités où il existe un enjeu urgent où l'entrevue doit être interviewée à l'école où ce n'est pas adéquat de le transporter à un CAEJ et le temps de voyage, la distance sont des facteurs aussi. On sait donc que parfois ce n'est pas facile. Merci, très bien.
La prochaine question est pour Sky et Seastar. Il y a deux intervenants. Combien de familles ont dans leur charge de travail chaque intervenant? Quel est l'échéancier en général ou le temps que dure une réunion de soutien? Je pense que notre réponse dépend vraiment. Je ne pense pas que je puisse donner des chiffres solides. Charge de travail, nos intervenants ont peut-être 12 ou 15 familles à un certain moment. Le soutien des intervenants est quelque chose que les familles peuvent choisir. La plupart des familles ont du soutien, mais ça dépend de si la famille veut avoir un soutien de suivi continu. Donc, on voit de l'attrition. Pas toutes les familles sont intéressées à avoir ce soutien pour commencer. Et celles qui le sont ont de différents besoins. Il y en a qui auront quelques contacts et après ne le veulent plus. Et il existe d'autres qui le veulent le long du temps. Donc, tout cela inclut Cela est une partie des facteurs par rapport à la charge de travail des intervenants. Côté contexte, typiquement, nos intervenants sont en contact avec la famille, on fait un suivi le lendemain ou en 72 heures et on vérifie ce qui se passe toutes les 2 semaines ou mensuellement et la fréquence des contacts va fluctuer aussi. Le plus intense est immédiatement après la visite pour l'entrevue judiciaire. On a davantage de contacts plus fréquents à ce moment-là et on en a moins avec le temps. Et après cela, pendant des points importants, on en a davantage. Disons qu'il y a quelque chose qui se passe dans les tribunaux, des enjeux de garde ou d'accès. Alors là, on aura une augmentation dans le contact avec les intervenants. Et quand le cas se prépare à aller devant les tribunaux, là, on a un contact plus intense avec nos intervenants. Oui, Christina l'a dit parfaitement bien. Je ne pense pas que j'ai quelque chose à ajouter du point de vue du soutien de suivi pour les familles. Je le répète, c'est certainement plus fréquent au début et après cela, ça diminue et ça recommence avec les événements importants. Côté charge de travail pour nos coordonnateurs, chez nous, cela pourrait être un peu différent. Les coordonnateurs n'ont pas de charge de travail dans le sens qu'ils ne donnent pas forcément du soutien continu aux familles après l'entrevue, à moins qu'on ait un poste vacant. Et là, les coordonnateurs remplissent ce poste vacant. C'est la première année où nous utilisons notre nouveau modèle de 2 coordonnateurs historiquement. Nous en avions de 6 à 7 à travers la région. Donc, chacun d'entre eux avait en moyenne à peu près 10 dossiers dans leur charge de travail. Donc, quand on aura ce modèle, ça deviendra plus lourd, mais moins de soutien aux familles. On verra comment cela fonctionne. Peut-être en un an, je pourrais vous faire un suivi. Je ne sais pas comment ça va fonctionner pour nous et quels seront les ajustements qu'on devra faire le long de l'année. OK, super, merci. La prochaine question est pour Samantha. Ça m'intéresse de savoir sur les intérêts pour les services pour les jeunes de 20 à 24 ans. Oui, quand on a ouvert en 2014 et pendant les premières années de service, on donnait du soutien générique aux enfants et aux jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. On a eu des enquêtes de traite des personnes multiples à large échelle à Simcoe et Muskoka, où une grande quantité des survivantes et survivants étaient des jeunes adultes. Donc, au début, cela a changé côté service et donc on a créé ces services à cause de cette situation. Ça a l'air similaire à une interaction entre soutien aux jeunes et soutien de la part des intervenants. La différence est que nous nous communiquons avec de différents fournisseurs de services. On ne donne pas seulement de soutien, de renvoi
mais on s'assure aussi que les partenaires de renvoi post-enquête qui étaient en train de saisir ces régions dans le système aussi, quelques-uns disent, on a un jeune de 23 ou 24 ans qui vient au centre, ils peuvent arriver comme victimes, mais ils peuvent aussi être une maman, un soignant. Et donc, ce genre de service pourrait avoir un aspect différent, disons, des stratégies de parentage, comme Christina l'a mentionné, des compétences pour apprendre à gérer les choses. Il faut les connecter aux services dont ils ont besoin. Et je dirais que de plus en plus, on voit jusqu'à l'âge de 24 inclus, au moins dans notre communauté. Il y a des soutiens et des programmes de 18 à 24 inclus pour soutenir ces jeunes plus âgés. J'espère que cela répond à votre question, je l'espère. Et encore une fois, pour toi, Samantha, comment fournissez-vous de l'éducation continue pour les familles? Y a-t-il aussi des canaux en ligne? Nous donnons aux familles beaucoup de ressources, le plus possible, et nous avons un très bon partenariat avec le Centre canadien pour la protection des enfants au Manitoba, et ils ont énormément de ressources pour des soignants, pour des parents qui passent par ce processus, à partir de comprendre le processus, que faire quand un enfant a subi de la violence sexuelle, par exemple. Et on les soutient à partir de cela. Et après cela, on leur donne de la formation à l'entrevue judiciaire. Ça pourrait être quelque chose de spécial à la famille. On pourrait avoir un soignant qui nous dit, écoutez-nous, je voudrais vraiment avoir des techniques pour moi en tant que soignant, pour le jeune qui semble avoir davantage d'anxiété depuis que ceci a eu lieu. Donc, les contacter avec quelque chose de plus individualisé côté éducation et information. Maintenant, comme nous sommes en train de voir un besoin accru, on voit les temps de renvoi qui se prolongent entre l'entrevue judiciaire et la connexion avec le soutien continu et à long terme. Parfois, il existe des soutiens brefs qui ont des périodes d'attente prolongées. Donc, on est en train de développer un programme de soutien pont. Cela ne répète pas ce que nos partenaires sont en train de faire, mais plutôt on comble la brèche pour les familles à besoins élevés pour fournir de l'éducation de la psychoéducation entre l'entrevue judiciaire jusqu'à ce qu'on ait sécurisé un partenaire qui puisse être placé pour le soutien. Merci. Prochaine question pour qui que ce soit. Que diriez-vous sont les raisons pour les intervenants qui partent? Est-ce que cela a à voir avec le travail ou avec les enjeux d'infrastructure au centre? Je pourrais en parler. J'étais intervenante, maintenant je suis supervisatrice. L'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu abandonner ce rôle, et d'autres le veulent aussi, c'est l'horaire. Les quarts de travail jusqu'à 8 heures du soir, on commence plus tard la journée. Ce n'est pas bon pour tout le monde, surtout pour des personnes qui ont de jeunes enfants à la maison. C'est typiquement l'une des grandes raisons pour lesquelles les intervenants s'en vont dans notre région. Vas-y, Krista. Oui, nous sommes nouveaux. On n'a pas encore eu des intervenants qui sont partis, mais pendant la pandémie, les rôles de service aux victimes, beaucoup sont partis. Et comme on avait un partenariat avec le rôle de coordination, cela nous a affectés très fortement. Il existe une variété de facteurs, selon moi.
J'ai aussi commencé à travailler avec des survivants de traumatismes dans les services aux victimes et je peux parler de mon expérience. Je pense que le rôle en soi est très difficile en soi, que de fournir du soutien et que d'entendre les histoires de façon directe. Il existe aussi, selon moi, un manque de soutien. Je ne pouvais pas avoir accès à de la supervision clinique. Cela fut très difficile pour moi, donc, de penser à tout ce qui était en train de se passer. Et il y avait toutes les barrières et défis de travailler avec d'autres agences quand on fournit du soutien à une personne individuelle. Et ceci est avant que notre CAEJ ait fonctionné. Je donnais du soutien à des personnes de tous âges et c'était très difficile de naviguer et de fournir du soutien de défense de droits pour cette personne, étant donné tellement de barrières et de défis. Et il semblait on allait de l'avant et on reculait davantage. Donc, pour moi, dans ce rôle, cela m'a fait m'impliquer à aider à développer la réponse de CAEJ dans notre région. Trouver une façon pour que les agences travaillent ensemble et pour qu'on ne travaille pas dans des silos et pour qu'on donne du soutien les unes aux autres et passer à travailler de cette façon. Moi, je sentais dans mon rôle de service aux victimes que je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir continuer pendant longtemps. Et dans ce rôle-ci, c'est certain que je ne me sens pas de la même façon. Je veux travailler de façon collaborative, j'ai plus de soutien et les gens peuvent rester un peu plus long dans quelque chose qui est quand même du travail très difficile. Voici mon expérience. Merci, Christa. On n'a qu'une minute et je prends en compte le temps. Alors, je voudrais donc remercier tout le monde pour vos présentations. J'ai inclus la présentation PowerPoint dans la boîte à clavardage pour ceux qui n'ont pas eu accès à cela. Nos présentatrices, de façon généreuse, ont inclus leurs coordonnées. Il existe des questions auxquelles on n'est pas arrivé, donc elles ont accepté d'être contactées pour les questions qu'on n'a pas répondues. J'espère que vous ayez profité de la présentation et je vous remercie d'avoir été ici. Merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints et merci beaucoup à nos co-présentatrices d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a éclairé les choses. Bonne journée.